Donc, petite capsule vidéo sur l'atmosphère. Premièrement, c'est quoi l'atmosphère? L'atmosphère, c'est la couche qui est retenue autour de la Terre grâce à la force d'attraction de notre planète. Donc, c'est une couche d'air qui est prise autour de la Terre due à la force gravitationnelle. Là, pour parler de l'atmosphère, on va le voir en 6 parties. On va premièrement parler des constituants d'air, de l'air. Ensuite, on va parler de la pression atmosphérique, des masses d'air, des fronts, des cyclones et des anticyclones. Et on va terminer par les ressources énergétiques de l'atmosphère. Donc, premièrement, l'air qui crée l'atmosphère, elle est composée de quoi? L'air est composé principalement de diazote. Donc, malgré que généralement on pense l'air, ça sert à quoi? L'air, ça nous permet de respirer. Et c'est quoi qu'on respire? Ben, c'est du dioxygène, c'est de l'oxygène. C'est pas le constituant majoritaire de l'air. Le constituant qui est le plus présent dans l'air, c'est le diazote. Le deuxième, le plus présent, c'est le dioxygène. Ici, on a une petite représentation qui nous montre là, la quantité d'azote comparée au dioxygène. Et en vert, on voit les autres gaz qui sont très très peu présents comparés au diazote et au dioxygène. Et ces autres gaz, on va avoir par exemple les vapeurs d'eau, l'argon, le dioxyde de carbone, le méthane, les oxydes nitreux et l'ozone. Chacun des constituants de l'air a un travail. Ils ne sont pas juste là pour rien faire. Par exemple, les vapeurs d'eau, c'est ceux qui font les nuages, par exemple. Donc, les nuages, c'est la vapeur d'eau. Ensuite, le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux, si on s'en souvient, c'est des gaz à effet de serre. Mais le dioxyde de carbone, il sert aussi à quelque chose d'autre, la photosynthèse. Donc, on se souvient, on a la respiration cellulaire. Ça, c'est qu'est-ce que nous, on fait. Donc, on respire du dioxygène pour expirer du CO2. Les plantes, c'est l'inverse. Ils prennent du CO2 et ils vont faire sortir, ils vont produire du dioxygène. Donc, il est aussi utilisé pour ça. L'ozone, tant qu'à lui, qui est super important, il ne faut pas l'oublier. On se souvient, il y a un certain temps, on parlait beaucoup plus de la couche d'ozone. De nos jours, là, on en parle beaucoup moins. Mais avant, on en parlait beaucoup, beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez entendu parler, mais des trous dans la couche d'ozone. Parce que la couche d'ozone, elle nous permet de protéger des rayons dangereux du soleil. Donc, lorsqu'on parlait d'un trou dans la couche d'ozone, c'était un trou où les rayons dangereux qui provenaient du soleil pouvaient nous atteindre sans aucun problème. Donc là, on peut y voir un petit problème. C'est pas ça qu'on veut. On veut être protégé de ces rayons-là du soleil. Donc, on veut garder notre couche d'ozone en santé. Maintenant, l'air qui compose l'atmosphère, c'est un gaz. Et les gaz, ils vont avoir une pression variable qui varie selon 3 facteurs. On s'en souvient, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Ça varie selon le nombre de particules. Plus j'ai de particules, plus ma pression augmente. Ça varie selon le volume. Si j'ai un volume plus petit, avec un même nombre de particules, j'ai une pression plus grande que si j'augmente le volume. Et ici, on le voit quand même très bien représenté là, avec le nombre de petits poids qu'il faut mettre sur le dessus. Plus je mets de petits poids, plus le volume va être petit. Et la température aussi va venir affecter la pression. Si ma température est plus élevée, mes particules se déplacent plus rapidement. Si mes particules se déplacent plus rapidement, il y a plus de collisions. Mais ça, c'est lorsqu'on parle d'un espace fermé. Mais là, l'atmosphère, c'est tellement grand que si j'augmente la température à un endroit, par exemple à l'équateur, cette température-là ne va pas se rendre directement au pôle. Ça prend du temps. Donc, il y a plein de petites choses qu'il faut penser. Et aussi, le volume n'est pas déterminé. L'air peut prendre de l'expansion et rétrécir selon la variation. Donc, si dans l'atmosphère, j'augmente la température, donc, par exemple, je prends une certaine quantité d'air, j'augmente la température de cette masse d'air-là, qu'est-ce qui va se passer? Le volume va augmenter. Pourquoi? Parce que l'air, elle veut garder toujours le plus possible la même pression. Donc, si je fais seulement augmenter la température, la pression va augmenter. Mais si j'augmente la température et que j'augmente le volume, les deux vont s'annuler. Donc, si ma température est plus élevée, mais que j'ai un volume plus grand, je vais garder la même pression, mais mes particules d'air vont prendre plus d'espace. Donc maintenant, j'ai une masse d'air qui initialement avait un certain volume, et maintenant, sa température a augmenté, donc son volume a augmenté. Donc la masse d'air chaude
a un plus grand volume pour le même nombre de particules qu'une masse d'air froide. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça veut dire que la masse volumique de cette masse d'air chaude-là est plus faible. Au total, si on résume tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Une masse d'air qui est chaude a une masse volumique plus faible qu'une masse d'air froide. Donc, la masse d'air chaude va monter. Et ça, c'est important lorsque on prend en compte que l'air sur la Terre n'est pas à la même température partout. À l'équateur, l'air est plus chaude qu'au pôle. Pourquoi? On va en parler dans une capsule plus tard, dans 3-4 capsules à peu près. Mais ça, c'est un point qui est quand même très important. On voit le début de qu'est-ce qui est les mouvements d'air. C'est dû aux différences de température. Donc, lorsque j'ai une masse d'air chaude, elle va monter. Première raison pourquoi l'air se déplace. Donc, ici, on a une petite image qui nous montre bien le déplacement de l'air. Ça peut ressembler à quoi? J'ai de l'air chaud en équateur qui va monter et qui va se diriger vers les pôles et va refroidir. Lorsqu'elle refroidit, elle va se rapprocher de l'équateur. Donc, c'est un mouvement en boucle qui est toujours là, qui produit un mouvement de l'air. Donc ça explique les mouvements d'eau en bas des masses d'air, mais on a aussi des mouvements de gauche à droite. Ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais avant, comment est-ce qu'on décrit ces masses d'air-là? Donc, les masses d'air, c'est une étendue, c'est un petit peu comme on parlait tantôt, une bulle d'air, une certaine quantité d'air qui ont des caractéristiques pareilles. Donc, cette quantité d'air-là a une température élevée et une humidité faible. Si j'ai une masse d'air avec une température élevée et une humidité faible, donc sec, on va appeler cette masse d'air continentale tropicale. Donc, on a 4 termes qui vont être utilisés, qui s'agencent un avec l'autre. Donc, j'ai 2 termes qui permettent de décrire l'humidité d'une masse d'air. Ces 2 termes-là, c'est maritime et continental. Donc, si j'ai une masse d'air humide, donc il y a beaucoup d'eau, on va l'appeler maritime. Et si elle est sec, on va l'appeler continentale. Maintenant, pour la température, si la masse d'air est chaude, on va l'appeler tropicale. Et si elle est froide, on va l'appeler polaire. Et on agence ces termes-là. Si j'ai une masse d'air chaude et humide, chaude et sec, froide et humide, froide et sec, on agence ces termes-là pour arriver avec ces 4 termes-là, maritime tropicale, continental tropicale, maritime polaire ou continental polaire, qui nous permettent de décrire les masses d'air. Avant de parler de ce petit dessin-là, j'ai une petite vidéo à vous montrer. On se revoit tout de suite après la vidéo, qui est en anglais. Je m'excuse encore, les petites vidéos en anglais, là, je vais mettre les sous-titres, encore une fois, si je suis capable. Et sinon, je vais faire un petit résumé de ce qui se produit tout de suite après. Mais l'important, là, c'est pas tant les explications, c'est vraiment le visuel que vous allez voir. With a simple game of catch, I think I've found a way to show an effect that will have you doubting your very own eyes. Now, they don't know it yet, but our budding ball players sitting on our specially rigged merry-go-round are about to demonstrate a rather astonishing optical illusion. All right, here's the game, right? You're going to throw the ball straight to, what's your name, Victor, right? Yeah. But this time, I'm going to complicate things slightly. I'm going to rotate the merry-go-round counterclockwise. So you throw it whilst it's moving. What's going to happen? I don't know why, but I feel like if we're going fast enough, yeah, like I might actually be the one catching the ball. Okay, so you're going to throw it and you're going to catch it. All right. Yeah, I don't know. Right, what's going to happen, dude? It's going to veer off to the left. So the ball is going to swerve off to the left. Yep. And you might catch it. Possibly. Okay, good. Right, so what's going to happen? I think it's just going to come straight to me, and I'm going to catch it like the champion that I am. Show me the catch. Okay, great. Right, okay, so everyone, no, hang on, one more. Spencer. He's not arrogant. Just quietly He's confident. not catching it. He's Really? not catching it, no. So what's going to happen to the ball? I'm catching it. It's right here. Great, so we've got one saying to go off to you, one saying to come to you, Spencer, and you think it goes straight ahead, but you think you'll be the one catching it. Yeah. Now remember, the ball will be thrown straight across the spinning merry-go-round, but where will it end up? Will it be caught by the thrower? Will it be caught by the person opposite? Will it be caught by the person to the thrower's left? Or by the person to the thrower's right? Right, in your own time, throw the ball. I got this. Oh! Whoa! So the answer was D. It was caught by the person on the thrower's right.
Our camera angles seem to show the ball bend in the air. So is that a camera effect, or are we seeing what they saw? Hang on, this couldn't get much more simple. The idea was just to throw the ball straight to Victor to show us his amazing catching skills. That's right. Yeah, I did. It just curved right over this way. So let me get this straight. So somehow you threw the ball, it left your hands, and then what? And then it just got sucked over to him. In the air. Yeah, I threw a perfect throw. What did you see? Yeah, curved right in. Right, so we're all agreeing here the ball curved in midair. Yeah. Yes. And you didn't cheat this at all? No, I didn't. Okay. And do you know why it did that? No. Nope. No idea. It's called the Coriolis effect. And it's very simple. It's objects in motion it's an optical illusion, appearing to be deflected off their intended course. So what's actually happening here is you are throwing this ball. You can only throw a ball in a straight line. Can I clear that up straight away? Yes. Even though it appears in your eyes to be bending. So you throw the ball straight, it's still going straight, but the table is moving below you, and all of a sudden, look who's in front of that straight moving ball, and it looks like it's bent off to the right because you're still looking at the guy you were intending to throw it to, and that, ladies and gentlemen, is the Coriolis effect. Donc, juste pour résumer cette petite capsule-là, pour s'il y en a qui ont mal compris avec l'anglais, juste cette partie-là résume super bien. Donc, lorsque je lance la balle, ou là, ici, on va parler plus d'un nuage, lorsque j'ai un nuage qui se déplace en ligne droite, il ne va jamais se déplacer en tournant. Il ne se déplace pas en rond naturellement, un nuage. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le nuage se déplace en ligne droite. C'est comme la balle. Donc, la balle, elle est lancée en ligne droite. Si la table tournante ici, ou si on peut faire l'effet avec la Terre, si la table tournante ne tourne pas, elle ne bouge pas, on est d'accord que la balle va aller au point rouge. On va en ligne droite. Donc là, la table, elle tourne. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que il se va au point jaune. Mais en réalité, hein, c'est tout simplement que le point bleu et le point rouge ont décalé avec le point vert et le point jaune. Donc, ça nous donne une impression, si je suis la personne en bleu, ça me donne l'impression que la balle, elle a tourné hein, pour aller en jaune. Sauf qu'en réalité, c'est moi qui m'ai déplacé, mais aussi la balle qui s'est déplacée. Ben, l'autre personne qui a reçu qui s'est déplacée. Parce qu'en réalité, si on regarde d'un œil externe, la balle va en ligne droite, mais là, c'est un effet, ça semble tourner, hein, mais c'est tout simplement qu'on a un changement de position. Hein. Donc, vu que moi, je change de position en tournant en rond, hein, tandis que la balle, elle, continue d'aller en ligne droite, ça va donner cet effet-là, l'effet de Coriolis. Donc, l'effet de Coriolis, qu'est-ce que ça va expliquer dans notre cas sur notre planète et pourquoi on parle de ça? Ça explique la direction de rotation des masses d'air. Plus tard, on va reparler des cyclones et des anticyclones, mais maintenant, si on fait juste regarder une masse d'air, disons que j'ai une masse d'air qui part d'ici, en haut ici, et qui a une vitesse pour descendre vers le bas. La Terre, elle tourne dans ce sens-ci. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec la masse d'air? Même si elle semble descendre en ligne droite, car la Terre tourne, on va voir qu'elle tourne de ce sens-là. Lorsqu'on monte, c'est le sens inverse. Donc, la masse d'air qui a seulement une vitesse vers le haut hein, va aussi aller vers la droite dû à l'effet de Coriolis. Vers le bas, c'est le chemin inverse parce que la rotation est sentie un petit peu du sens inverse. Mais si on fait le dessin et on fait juste, par exemple, prendre un crayon et faire une ligne droite vers le haut, hein, donc si je fais juste prendre une règle et faire une ligne droite vers le haut, et en même temps que je fais ça, j'imagine que la sphère tourne, ou je prends quelqu'un, si vous avez un globe terrestre, vous pourrez le faire, là. Faites-le pas avec un crayon permanent ou quoi que ce soit là, qui va marquer le globe, sinon vos parents ne seront pas contents, mais vous pouvez prendre une règle, faire une ligne droite sur le globe, et en même temps, tourner le globe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vous allez tracer hein, dans votre référentiel, vous allez faire une ligne droite vers le haut, hein, sauf que sur le globe, vous allez voir une ligne qu'il va courber. Le sens selon laquelle le courbe dépend de si la ligne, je l'ai fait vers le haut ou vers le bas, et si je l'ai fait dans le pôle nord ou le pôle sud. Donc, dans le pôle nord, vers le haut, on voit au total que j'ai une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire,
tandis que dans le pôle sud, j'ai une rotation dans le sens anti-horaire. Ça peut nous rappeler un petit peu, lorsqu'on parle, là, on entend souvent parler, mais pas on entend souvent parler, mais c'est un mythe qui existe que dans le pôle sud, si j'ai de l'eau dans un évier, ça va tourner dans le sens dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que dans le pôle nord, nous aussi, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Un évier n'est pas un espace assez grand pour montrer ça. Mais si on prendrait une gigantesque piscine puis on fait un petit trou dans le bas, hein, vous allez le voir, ça se produit. Si vous voulez voir ça à plus grande échelle, il y a deux personnes sur YouTube qui l'ont fait, qui est Smarter Everyday et Veritasium, qui ont fait une collaboration ensemble et qui ont montré au pôle sud et au pôle nord qu'est-ce qui se passe. Ils prennent une grande piscine et qui font un petit trou dans le bas et on voit réellement l'effet de Coriolis en jeu. Je n'aurai pas le temps de vous la montrer, cette vidéo-là ici, mais on voit l'effet de Coriolis. Donc, si on résume, j'ai des masses d'air. Donc, si on résume, l'atmosphère, c'est l'air qui englobe la Terre. Cette air-là, elle est composée de plusieurs molécules, chacune ont un travail. La pression de ces molécules-là va être variable, dépendant où je me trouve. Donc, lorsque j'ai certaines masses d'air qui sont chauffées, hein, celles-ci vont tendre à monter, hein, donc elles vont monter en altitude, et lorsqu'elles montent en altitude, elles vont pouvoir se déplacer et ça va créer un mouvement de convection des masses d'air chaudes qui montent et qui redescendent en refroidissant. Sinon, une petite chose qu'on n'avait pas parlé, hein, mais que vous avez peut-être vu dans cette petite image-là, mais qu'on n'a pas parlé très longtemps. L'air, en bas, hein, elle est à 101,3 kPa. Ça, on appelle ça la pression atmosphérique au niveau de l'eau. C'est la pression atmosphérique, elle est normalement de 101,3 kPa au kilopascal. On peut aussi écrire que c'est de 1 atmosphère. 1 ATM, c'est égal à 101,3 kilopascal. Donc, la pression de l'atmosphère normale, elle est de 1 ATM ou 101,3 kilopascal. J'aime mieux les kilopascals, donc on va rester en kilopascal. Mais lorsque je m'élève en altitude, plus je monte, plus la pression atmosphérique diminue. Pourquoi elle diminue? Parce que les particules, plus je monte, moins la force gravitationnelle tient les particules. Donc, il y a moins de particules. S'il y a moins de particules, la pression atmosphérique diminue parce qu'on se souvient, le nombre de particules est quelque chose qui fait varier la pression. Donc, j'ai ça ici qu'il ne faut pas oublier. Plus je monte en altitude, plus la pression atmosphérique diminue.